posé un certain nombre de questions et que j'ai décidé finalement de changer le contenu de mon intervention parce que personne ne sait comment garantir les effets durables du livre. Par contre, ce qu'on sait, c'est comment faire pour ne pas avoir des effets durables. Donc j'ai décidé que le titre de mon intervention serait « Comment être sûr de ne pas avoir des effets durables avec le livre ». Alors je ne sais pas si c'est une check-out, mais ça il me semble. Je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance ou de compréhension du livre, mais je voudrais faire un petit rappel. Il y a 5 fondamentaux dans la pensée lean. La première, c'est on se focalise effectivement sur la pérennisation de la performance. Deuxième, c'est cette performance, elle est construite autour de ce qu'on appelle la chaîne de création de valeur. Avec le fait qu'en ligne, la définition de ce qu'est une opération à valeur ajoutée dans une chaîne de valeur est très stricte. N'est considéré comme valeur ajoutée que ce qui transforme le produit ou que ce qui transforme le service. On dit toute opération autre est considérée comme sans valeur ajoutée. Nécessite malgré tout du temps, de l'espace, des moyens, etc. et va être considérée par beaucoup de gens comme un gaspillage puisque ça n'apporte pas de valeur ajoutée. On améliore cette chaîne de valeur par la résolution de problèmes. On va voir ce que c'est que résoudre un problème. Cette résolution de problème doit être faite par tous les salariés à tous les niveaux de l'entreprise. Je parle d'entreprise ici, mais vous pouvez transcrire ce que je vais dire à toute structure, quelle qu'elle soit. Puisque le lean maintenant se déploie, est sorti de l'industrie manufacturière proprement dite, et que ça se déploie dans le secteur hospitalier, ça se déploie dans les sociétés de services, ça se déploie même, là c'est plus difficile, dans l'administration. Parce que c'est quand même, il faut quand même voir que le lean c'est quelque chose qui est très orienté satisfaction du client. Et que vous savez bien que l'administration n'a pas de clients, elle n'a que des usagers. Et que quand vous avez eu affaire à l'administration, vous savez pourquoi vous êtes usé. Et le cinquième principe, c'est que l'amélioration est sans limite, tant qu'on n'a pas atteint la perfection. Et la perfection, c'est quand même un peu l'horizon. Hein, vous avez cette foutue ligne qui s'éloigne au fur et à mesure qu'on s'en rapproche. Cela étant, en vertu de la répartie célèbre d'Audiard, qui dit pourquoi se mettre en route si de toute façon on sait qu'on n'atteindra jamais l'horizon. Audiard avait répondu à ça dans un de ses films célèbres par la répartie. Finalement, quoi qu'il se passe, deux cons qui marchent vont plus loin que 2 intellectuels assis. Le point de départ de comment rater sa transformation lean ou son parcours lean, c'est de dire on fait du lean pour de mauvaises raisons. Par exemple, on fait du lean parce que c'est à la mode en ce moment. Ou on fait du lean parce que les autres en font. Ou on fait du lean parce qu'il y a des financements pour le faire. On ne fait pas du lean pour ça. À la limite, pourquoi fait-on du lean? Pour s'améliorer, mais tout le monde cherche à s'améliorer. Enfin, peut-être sauf ma femme, mais... alors, les gens vous disent on fait du lean parce qu'on veut s'améliorer. Oui, ok. Autre raison? Vous n'avez pas beaucoup de raisons de faire du lean, finalement. Pour répondre à la satisfaction. Non. Oui, enfin, oui, bien sûr que... En fait, on fait du lean pour gagner de l'argent, il faut être clair. On fait du lean pour gagner de l'argent, et dans un monde concurrentiel tel que le nôtre, c'est quoi gagner de l'argent? C'est maintenir les marges de l'entreprise. L'argent que vous gagnez, c'est la marge de l'entreprise. Si vous êtes coincé entre des coûts de production qui augmentent et des prix de vente qui diminuent sous la pression de la concurrence, vos marges diminuent et petit à petit, vous vous asphyxiez. Donc le problème va être de dire, est-ce qu'on peut changer les prix de vente aux entreprises, enfin à nos clients? Ben, la réponse est oui, si vous êtes dans une situation de monopole.
Si vous n'êtes pas dans une situation de monopole, c'est de dire, bah non, le client est roi, les prix du marché fixent les prix du marché, donc si mes prix de vente diminuent, pour maintenir ma marge, je dois réduire mes coûts. D'où le fait que beaucoup de gens ont dit, bah, on va faire du lean pour faire du cost killing, on va couper les coûts. Et là encore, c'est pas une bonne approche parce que, bien sûr qu'on va réduire les coûts, mais pas en faisant du cost killing, en faisant de la réduction des opérations sans valeur ajoutée dans nos processus de production, quel que soit ce qu'on produit. Alors bien sûr, ça entraîne une réduction des coûts, mais l'objectif n'est pas tout à fait le même. Deuxième faute, croire que lean, ça veut dire svelte ou maigre. Parce que si ça veut dire svelte ou maigre, pour être maigre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maigrir. Et comment une entreprise maigrit? Parce qu'elle enlève la mauvaise graisse. Et la mauvaise graisse, c'est qui? En général, les salariés, parce que c'est plus facile de diminuer. Donc, dans une approche classique, on va dire, bah tiens, je vais faire autant avec moins de personnes. Dans l'approche lean, on veut faire plus et mieux avec autant de personnes, c'est un petit peu différent. Et en réalité, le mot lean, quand il a été introduit pour représenter le système de production Toyota, puisque c'est l'origine du lean, il a été pris dans le sens du fait qu'on appelle lean un athlète qui est préparé physiquement et mentalement pour gagner la compétition dans laquelle il est engagé. Moyennant quoi, bah, on va voir que oui, on peut être bon physiquement, si on n'est pas préparé mentalement, on ne gagne pas. Quelquefois même, on ne participe pas du tout à la compétition. Et puis que si on est préparé que mentalement, on se fait quand même un petit peu laminer par ceux qui sont préparés physiquement en plus. Et toute allusion à des phénomènes récents dans les disciplines sportives actuelles serait bien sûr l'effet d'une coïncidence tout à fait volontaire. Autre point, du coup, ne pas savoir dans quelle compétition on est engagé, ne pas vouloir reconnaître les règles du jeu de la compétition dans laquelle on est, et vouloir à tout prix changer en appliquant ses propres règles. Ouais, ça ne peut pas marcher, on le sent bien. Limiter le lean à la chasse au gaspillage. Alors bien évidemment, surtout ceux des autres. Si les autres faisaient mieux leur boulot, ce serait plus facile pour nous. Comme on l'a dit, un gaspillage, c'est quoi au sens lean? C'est une opération que l'on fait sans que ça apporte de valeur vraiment au produit qu'on va vendre au client. Alors oui, on vous parle des 7 gaspillages de Toyota, les stocks inutiles. C'est pas la pensée magique disant zéro stock, zéro défaut, zéro machin. Vous savez, il y a des théories là-dessus. C'est un petit peu, dire zéro stock, c'est un petit peu comme si on disait on va faire un moteur dans lequel il y a zéro jeu. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que c'est qu'un moteur avec zéro jeu? Pour ceux qui ont fait un peu de mécanique. Ça ne fonctionne pas bien. Donc oui, c'est les stocks inutiles, les transports inutiles, les attentes, la surproduction, les rebuts, la non-qualité, les processus imparfaits, la suractivité. Tout ça va créer des situations dans lesquelles on est obligé de faire des opérations sans valeur ajoutée, c'est celle-là qu'on va essayer de réduire. Mais là où on fait une erreur, c'est quand on pense que la réduction des gaspillages va nous amener à être libre. Non, les gaspillages ne sont que... Alors là, il manque quelque chose. Désolé, ça a dû rater. Les gaspillages ne sont que des symptômes de problèmes qui créent ces gaspillages. Donc si vous réduisez les gaspillages sans éliminer les problèmes qui les causent, vos gaspillages reviendront. Vous ne pouvez pas assurer la pérennité des résultats. Du coup, pour éliminer, pour voir les gaspillages, les éliminer, résoudre les problèmes, on va appliquer des outils du lean. Et finalement, si j'empile des outils du lean dans mon entreprise, je vais bien finir par être lean quand même. Est-ce que vous croyez que le simple fait d'acheter les uns après les autres, ou de vous faire offrir à Noël, les uns après les autres,
les outils du menuisier vont vous transformer en menuisier. Ma femme a essayé. Les outils, pourquoi ça ne marche pas? Parce que les outils du Lean, finalement, ne sont que des outils qui ont été développés par Toyota pour résoudre les problèmes de Toyota. Et si vous appliquez bêtement, entre guillemets, les outils construits par Toyota à votre situation, ben ça peut conduire qu'à des déceptions. Ils ne sont pas appropriés, ils ne sont pas adaptés. Donc, il va falloir déployer la pensée Lean pour que vous puissiez adapter les outils de la caisse à outils à votre situation réelle et actuelle. Alors ça se fait, c'est un petit peu compliqué parce que ça veut dire qu'il faut dans l'entreprise quand même un manager Lean qui va penser, qui va diffuser la pensée Lean dans l'entreprise ou dans le service ou dans le système et puis qui va, comme il va changer des habitudes, on va voir que c'est pas si facile que ça. Et s'il n'est pas soutenu par ce qu'on appelle le sponsor de l'entreprise, il va avoir du mal. Donc, dans la compétition sociale, on voit bien d'ailleurs que si vous n'avez pas un sponsor qui injecte ce qu'il faut, les équipes ont tendance à diminuer. Il vaut mieux que le sponsor de l'entreprise soit le top manager de l'entreprise, sinon ça ne va pas trop marcher. Puisque on va éliminer des gaspillages par la résolution de problèmes, résolution du problème qui est fait, l'un des risques qu'on a, c'est de confondre un problème structurel avec une difficulté conjoncturelle, ou plutôt de transformer toute difficulté conjoncturelle en un problème structurel. Ça vous fait bourlinguer d'un problème à l'autre, sauter d'un cas à l'autre, sans aller au bout de rien du tout, et c'est finalement assez décevant au point de vue résultat. Alors qu'est-ce que c'est qu'un problème au sens libre? Si on avait le temps, on va faire une interrogation écrite là-dessus. Mais un problème au sens libre, c'est un écart entre une situation vécue et une situation voulue. C'est pas tout à fait le mot qu'on lui donne dans le langage courant. À partir du moment où c'est un écart par rapport à une référence, la référence pouvant être un standard ou une situation voulue ou un objectif qu'on cherche à atteindre, vous pouvez avoir des résultats qui varient de cette façon-là et dire, oui, effectivement, j'ai un écart entre la situation basse là et puis ma référence, donc j'ai un problème. Je suis pas au niveau que je voudrais. Mais par contre, heureusement, c'est compensé par le fait qu'il y a des moments où je suis meilleur. Ouais, sauf que, puisque vous avez un écart par rapport à la situation de référence, là aussi vous avez un problème. C'est pas tout à fait le même problème. Le premier problème, c'est de dire comment se fait-il que je ne tiens pas ma situation de référence. Le deuxième problème, c'est quoi? C'est comment fait-il que, puisque je suis capable de faire mieux, je ne mets pas ma situation de référence au moment où je le fais mieux. Donc c'est pas tout à fait la même solution qu'on va apporter. Mais, je dirais, la pensée Lean ne consiste pas à dire c'est quand même mieux que si c'était plus mal. Elle consiste à dire ce serait quand même mieux si c'était mieux. Autre difficulté, on confond le fait de traiter un problème avec le fait de résoudre un problème. C'est quoi résoudre un problème? C'est bien évidemment, vu la définition du problème, c'est réduire l'écart. Mais réduire l'écart, c'est simplement traiter le problème. Si on veut résoudre le problème, il faut ajouter à ça, faire en sorte que l'écart constaté ne se reproduise plus, ou en tout cas moins, ou moins souvent. Et pour ça, ça veut dire quoi? J'ai un raté dans la... Excusez-moi. Je ne suis pas habitué à la touche de ce... Ça veut dire que les problèmes vont se résoudre là où ils se posent, au moment où ils se posent, au plus bas niveau de traitement possible, avec toutes les personnes concernées, et qu'il va donc falloir apprendre à tout le monde à rechercher des causes racines de nos problèmes,
définir un plan d'action pour les éradiquer, dérouler le plan d'action, contrôler les résultats, améliorer, et vous voyez apparaître cette fameuse roue de Deming qu'on appelle le PDCA. Vous me direz, le PDCA, c'est pas un outil plus qu'un autre. Par contre, c'est un outil dont il est fait usage sans arrêt et en permanence à tous les moments de la vie du déploiement du monde. Alors, des problèmes classiques, c'est quand je veux résoudre un problème, j'ai à peine identifié le problème que je saute à la solution que j'ai en tête. Et bien évidemment, puisque c'est ma solution, elle est bien évidemment meilleure que celle des autres. Si vous ne cherchez pas à réduire les causes racines du problème, il réapparaîtra. Et il faut identifier ces causes avec les personnes concernées. C'est d'ailleurs quoi les personnes? Quelle est la différence que vous faites entre concerné et impliqué? C'est l'omelette au jambon? Ouais. Vous la connaissez. Qui connaît l'histoire de l'omelette au jambon? Alors, je suis désolé pour ceux qui la connaissent déjà, mais une poule et un cochon ont décidé de s'associer pour commercialiser des omelettes au jambon. La poule est concernée, le cochon est impliqué. Dans l'entreprise, vous avez des poules et des cochons. Et c'est toutes les personnes concernées qu'il va falloir mettre sur le problème. Attention, renvoyer le problème à quelqu'un d'autre n'est jamais une bonne solution. Pourquoi? D'abord parce que, bien évidemment, la solution qu'il va proposer ne peut pas être la bonne. Et d'un autre côté, chercher un coupable ne donne jamais une solution. Donc en termes de ligne, c'est chercher un coupable, ou dire non, c'est pas moi, c'est l'autre, ou bien c'est un gaspillage. Étant donné que la route Deming est l'élément de base du Lean, il faut bien comprendre que oui, on va faire du PDCA, oui, si on veut pérenniser la performance, il est indispensable de mettre une calme qui empêche la roue de revenir en arrière une fois qu'on l'a fait progresser. Et le père du Toyota Production System dit il n'y a pas de KZ, il n'y a pas d'amélioration continue s'il n'y a pas de standardisation. Mais attention, cette cale qu'on appelle le travail standardisé montre que c'est notre meilleure pratique du moment et que je dois chercher à faire avancer mes problèmes et que chaque fois que je trouve une meilleure solution, je dois faire progresser ma cale. Et trop souvent, dans ce genre de choses, on va confondre on commence à voir les problèmes de différence de version. Normalement, dysfonctionnement, résolution de problème, il est bien dans le bon cadre, hein, je vous rassure, il est bien centré. On va voir apparaître différents types de problèmes. Le premier problème, c'est de dire je ne suis pas capable de tenir mon standard, qui est ma meilleure façon de faire du moment. Et donc, j'ai un problème, j'ai un dysfonctionnement. Je sais maintenant respecter ma meilleure pratique du moment. Est-ce que je peux trouver une meilleure pratique? Et dans ce cas-là, c'est pas tout à fait la même chose. Je vais faire des chantiers Kaizen. On verra que les outils portent des noms différents, mais c'est toujours le même principe. C'est comment je fais pour réduire, éliminer un problème. Le PDCA, ça s'applique pas. Si je continue là-dessus, une des difficultés pour pérenniser, c'est de croire que quand on a fait le D et qu'on a obtenu des résultats prouvés par le C, ils vont se pérenniser sans besoin de faire le A. Vous voyez, ce foutu PDCA, le plan, do, check, adjust. Si on ne fait pas le A, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas fait avancer la cale et on regarde en arrière. C'est inexorable. Ce qui fait dire aux Américains que ça n'est pas plan, do, check, act que l'on pratique,
c'est please don't change anything. Traduit en français, c'est fais comme je propose, D comme tu discutes, C comme il critique et A comme du coup on arrête. Autre difficulté, croire qu'on peut sauter d'un problème à l'autre en fonction des urgences. En règle générale, c'est justement ce qui va nous empêcher d'aller au bout de notre cycle de PDCA. Parce que quand je crois avoir fait un pas, parce que j'ai un peu amélioré la situation, j'ai un autre problème qui émerge et je passe mon temps à éteindre des incendies, et je passe mon temps à rééteindre des incendies que j'avais déjà éteints, mais pour lesquels je n'ai pas pris de mesure pour empêcher qu'ils reviennent, ou en tout cas avec la même intensité. Et donc le fondement de la pensée libre, c'est de dire qu'il faut que je choisisse bien les problèmes sur lesquels je vais travailler pour faire des améliorations. Et le principe de base de Lean, c'est de dire nous regardons le délai qui s'écoule entre le moment où le client nous passe sa commande et le moment où on reçoit son paiement. Pourquoi le moment où on attend son paiement? C'est parce qu'on fait du Lean pour gagner de l'argent et tant que vous n'avez pas été payé, vous n'avez pas gagné d'argent. Et on réduit ce délai en éliminant tous les gaspillages qu'on peut éliminer. Donc on travaille sur la réduction de ce qu'on appelle le lead time. Et bien évidemment, la cartographie des flux de valeur va être la base de déploiement du Lean, parce que quand je fais une carte de mes flux de valeur, je suis capable de voir quelles sont les opérations à valeur ajoutée, quelles sont celles qui ne sont pas à valeur ajoutée, de calculer mon temps de valeur ajoutée, de calculer mon lead time et d'en déduire un certain nombre de choses. Par exemple, dans l'exemple classique bateau que tout le monde connaît, j'ai 188 secondes de temps de valeur ajoutée et il me faut 23 jours et demi pour produire ces 188 secondes. Alors vous allez me dire, monsieur, ouais, mais ça c'est du bateau. Alors, ça appliqué au service de construction, au service de délivrance des permis de construire à la mairie de Lyon, a permis de montrer qu'il leur fallait 2 mois pour délivrer 28 minutes de temps de valeur ajoutée. Et que quand j'ai dit aux responsables que du coup, si moi j'étais client, sachant ça, je voulais venir avec 9 heures avec mon dossier, je prenais une revue, j'attendais jusqu'à 9h30, que je repartais à 9h30 avec mon accord, mon refus, et que ça laissait encore 2 minutes, toutes les demi-heures, à tout son personnel pour boire un café ou fumer une cigarette, il m'a foutu dehors et je ne l'ai jamais vu. Mais en principe quand même. Je ne vois pas pourquoi il faut 2 mois pour délivrer de 28 minutes de temps de valeur ajoutée. Alors, ça va permettre en analysant d'introduire successivement tout un tas d'outils de la pensée libre, la mise en flux continu, la mise en place des flux tirés, la mise en place des supermarchés, tout un tas de choses. Cela étant, le grand danger, c'est de croire qu'on peut mettre ça en place et qu'on peut construire les murs de la maison libre si on n'a pas des fondations stables. Parce que, a priori, la maison libre, vous la connaissez, je veux satisfaire mes clients. Pour satisfaire mes clients, je me donne comme objectif de leur fournir la qualité maximale. Alors, le coût minimal, c'est pour moi quand même. Je vais quand même, s'ils sont prêts à payer 100, je ne vois pas pourquoi je leur prendrais à 90. Donc, le coût minimal, c'est quand même pour moi. Le temps d'écoulement minimal, pour tout un tas de raisons. La quantité voulue au moment voulu, etc. Pour ça, je vais m'appuyer sur un mur qui s'appelle le juste à temps. Le juste à temps est fortement difficile à obtenir si je n'ai pas une qualité optimale, parce que chaque fois que j'ai un défaut, ça me capture mes flux, etc. Mais tout ça, c'est construit sur des fondations qui sont comment je fais pour voir les écarts, comment je fais pour résoudre les problèmes et comment je fais pour définir les standards et stabiliser les processus. Et donc, penser qu'on peut faire un mur juste à temps sans des fondations stables, c'est illusoire. L'une des difficultés, c'est que nous sommes dans des temples grecs et que construire, transformer nos temples grecs, il n'y a aucune allusion avec les éléments qu'on connaît en ce moment en maison libre, c'est pas facile. Nos temples grecs, c'est quoi? C'est des trucs où vous avez tout un tas de piliers. Ok, c'est orienté satisfaction client. Mais j'ai tout un tas de piliers. J'ai le pilier marketing, j'ai le pilier R&D, j'ai le pilier production, j'ai le pilier finance, j'ai le pilier ressources humaines, etc. À la tête de chaque pilier, j'ai un propriétaire de pilier. Et puis chaque propriétaire de pilier essaye de quoi faire?
de faire que son pilier fonctionne le mieux possible, quitte à ce que ce soit au détriment du pilier d'à côté. C'est pas mon problème, c'est le problème de l'autre. Et donc transformer cette vision assez verticale que l'on a dans toutes nos structures en une organisation horizontale de maîtrise de nos flux dirigés vers le client n'est pas si évident que ça. Autre point important, nous sommes habitués à penser en moyenne et non en variabilité. Alors, la moyenne, c'est quelque chose de super, hein, on apprend ça de tout temps. Mais la moyenne, c'est quand même ce qui vous fait dire que si vous avez la tête dans le four et les pieds dans le frigo, en moyenne, vous êtes à la bonne température. Donc, ce qui nous importe, nous, c'est pas de, comment dirais-je, de dire en moyenne, on est bon. C'est de dire, je veux réduire la variabilité de chacune de mes étapes de mon processus, et plus globalement, de l'ensemble de mon processus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai cette situation-là, ok, je pourrais en faire une moyenne, mais je vais mesurer la variabilité de mon processus et je vais chercher à atteindre une situation future dans laquelle la variabilité a été réduite. Alors bien évidemment, j'essaye en même temps d'aller vers le haut, puisque je suis dans l'amélioration. Hein. Parce que dire en moyenne il fait 20 degrés, oui, ok, si je varie de 15 à 25, en moyenne il fait 20, c'est une situation qui n'est pas désagréable, mais c'est en tout cas plus agréable que de plus 40 à 0, qui donne la même moyenne. Mais si dans le même temps je pouvais améliorer un petit peu ma température moyenne, allez, je vais revenir là-dessus, ce serait quand même pas plus mal. Autre piège, c'est de croire que parce qu'on en a entendu parler, on sait faire. En fait, le processus de Toyota dit la chose suivante. D'abord, il faut savoir que ça se fait. Deuxièmement, il faut savoir comment ça peut se faire. Et ça se fait facilement, ça. Je peux venir vous faire un cours sur le lean, si vous me laissez suffisamment de temps, vous saurez que ça se fait, vous saurez comment ça peut se faire. Mais si vous ne saurez pas faire, pour autant. Pour faire, il va falloir que vous pratiquiez. Je peux venir ici vous décrire ce qu'est un vélo. Je peux vous dire qu'il y a deux roues, qu'il y a un pédalier, qu'il y a un guidon, qu'il y a une selle. Je peux même vous montrer une étape du Tour de France. C'est pas pour ça qu'en partant vous saurez faire du vélo. Il faudra que vous montiez sur le vélo, que vous appreniez à pédaler. Et puis il faudra que vous acceptiez de comprendre qu'on ne sait faire du vélo que quand on est remonté sur le vélo une fois de plus que ce qu'on est tombé. Et le processus, c'est je sais faire, je sais reproduire, je sais appliquer dans des situations nouvelles, je sais transmettre à partir de ce moment-là, et je sais améliorer. Alors ça, c'est le fameux piège de tous les Français. C'est dès l'instant qu'on sait comment ça pourrait se faire, on saute tout de suite à l'étape du dessus. Bien évidemment, nous allons savoir améliorer, mais pourquoi? Voilà, notamment parce qu'on est le meilleur de toute façon. Il n'y a pas besoin de franchir toutes les étapes intermédiaires qui nous font perdre du temps. Ça, c'est ce qui fait dire aux étrangers qu'en France, celui qui sait, il fait, et celui qui ne sait pas faire, il enseigne. Alors en vrac, pour terminer, il y a des tas de points qu'on peut voir. Par exemple, partir sur des a priori comme le lean, c'est un truc de Toyota qui ne peut marcher que chez Toyota. Partir sur un a priori disant, oh oui, le lean, là, et tout ça, ça peut marcher que dans la culture japonaise. Dire, c'est à la mode en ce moment, ça va passer. Dire que le lean d'ailleurs est dépassé et que maintenant, c'est plus l'entreprise lean qu'il faut, c'est l'entreprise agile. On ne voit pas pourquoi on ferait du lean. L'ISO, le machin, etc., ça fait la même chose. De toute façon, le lean, c'est bien connu, c'est réservé à l'automobile et aux grandes séries. Le lean, ça marche que dans les ateliers de production. La preuve que le lean ne marche pas, d'ailleurs, c'est que Toyota a des problèmes en ce moment. Et puis, de toute façon, le lean, c'est une affaire d'experts. Qui utilise d'ailleurs un langage ésotérique. On va... comment dire,
dirais-je, on va utiliser un sensei pour calculer notre tactile de façon à pouvoir faire un tableau Eijunka qui permettra de réduire le lead time. Ouais, c'est bien, ça fait riche. Tout ça pour dire que, grosso modo, ce qui compte, c'est quand même la satisfaction. Je pourrais dire encore beaucoup d'autres choses, mais je voudrais terminer sur le fait que la difficulté n'est jamais d'entamer un parcours libre, c'est de poursuivre. Et que quand on voit tous les écueils que je viens de citer, ben on se rend compte que oui, c'est pas si facile que ça de pérenniser. Je dirais, si vous avez envie d'y aller, à vous de jouer. Choisissez la compétition dans laquelle vous vous engagez, soyez les meilleurs dans votre compétition, et ça m'a fait des choses là que je ne voulais pas faire. Je ne sais plus comment en sortir du coup. Je sais pas, c'était la fin. Y a-t-il des remarques, des questions, des commentaires? Non? Je comprends pas. Oui? Moi, c'était pour savoir, vous travaillez à l'Institut Ligne Française ou dans quel domaine vous êtes exactement? Oui, effectivement, je travaille à l'Institut Ligne France. Je suis plus le président depuis 8 jours parce que nos règles, nous sommes une association Web 1901 et nos règles disent on change de président tous les 3 ans pour assurer le fait que justement on va de l'avant et qu'on ne risque pas de revenir en arrière. Et mon rôle est de déployer par tous les moyens, par tous les moyens légaux, la pensée libre au sein des structures et des entreprises françaises. Notre principal rôle est quand même de dire, il y a des éléments que j'aimerais pas dire, trop de managers pensent qu'ils pourront avoir demain de meilleurs résultats sans changer leur mode de management actuel. Or, si vous êtes manager et que vous managez demain comme vous avez managé jusqu'à aujourd'hui, vous aurez demain les résultats que vous avez atteints jusqu'à aujourd'hui. C'est pas très bien. Donc, c'est vraiment une culture du management qu'il faut développer. Comment on peut développer cette culture? Comment on peut arriver à conduire le changement de culture des recettes? Par la pratique. Par la pratique et par l'exemple. J'aime pas le mot recette parce que s'il y avait une recette, on l'appliquerait et on obtiendrait des bons résultats. Ma femme a vite compris que quand elle me donnait une recette de cuisine, je suivais la recette et que j'obtenais un mauvais résultat. C'était peut-être un peu volontaire, c'était peut-être pour éviter de faire la cuisine d'ailleurs, mais bon. Et ça fait partie du check-out de tout à l'heure. La recette, c'est d'abord ne s'engager dans cette démarche-là que si on en a envie. Non, parce que répondre à un besoin, vous pouvez répondre par différents modèles de management. Vous pouvez faire du management par le stress, hein, vu ce que ça donne. Bon, après, je ne porte pas de jugement de valeur, mais il y a différents modèles de management. Le management lean, c'est une autre culture du management, et donc il faut que le manager se mette en tête. Et pour ça, je dirais, il faut que c'est un petit peu comme quand vous apprenez à faire du vélo. Quand vous avez envie de faire du vélo, vous vous engagez pas tout de suite dans une étape du Tour de France. Vous commencez par faire du vélo avec des roulettes, parce qu'il faut d'abord apprendre à pédaler. Et puis après, on enlève les roulettes, vous avez quelqu'un qui vous tient un petit peu par la selle. Et puis après, vous vous engagez, mais une fois que vous savez faire, vous vous améliorez, vous êtes dans le cycle d'amélioration continue. Alors par quoi commencer? Paradoxalement, on commence au dessous de la pyramide de l'entreprise. On commence par le changement du modèle du top manager et de son quotidien. Et on commence par montrer sur le terrain que la mise en pratique d'un certain nombre de principes donne des résultats, et donne des résultats au terrain, aux gens qui sont sur le terrain. Premièrement, parce que ce sont les opérateurs qui transforment le produit, donc c'est eux qui créent la valeur ajoutée. Et que deuxièmement, il faut les sortir de ce d'années de terrorisme qui conduisent à dire il
faut qu'on produise de plus en plus vite, et puis de toute façon, vous n'êtes pas là pour penser, vous êtes là pour agir. Vous avez des gens qui pensent pour vous, ce qui est le modèle de Taylor, hein, l'organisation scientifique de travail, c'est, en production, j'ai un bureau des méthodes qui pense pour vous, et puis qui va vous, où j'ai des gens qui sont très calés là-dessus, qui sont des experts, ils vont venir vous dire comment faire le boulot, sachant que eux l'ont jamais fait. Donc ça, ce genre de choses, il faut casser, c'est malheureux à dire, mais il faut commencer à casser quelques murs mentaux si on veut pouvoir y aller, si on veut pouvoir reconstruire. Et ça prend du temps. Et c'est pour ça aussi qu'il faut avoir de la constance. Il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas vouloir aller trop vite, il ne faut pas vouloir obtenir trop vite des résultats, mais il ne faut pas passer une journée sans avoir fait un pas en avant. Et alors après, on peut en discuter pendant pas mal de temps. Toutes les entreprises et toutes les organisations sont déjà engagées depuis longtemps dans l'amélioration continue. Le Lean, ça n'est jamais que une autre façon peut-être d'aborder l'amélioration continue. Donc il faut déjà savoir où vous en êtes dans l'amélioration continue, avant de pouvoir vous dire, après derrière ça, faites ça, vous allez plutôt par là ou par là. Donc il n'y a pas de... Il y a des règles du jeu à respecter, mais le chemin est toujours différent selon l'entreprise à laquelle vous vous adressez, ou la structure à laquelle vous vous adressez. Essayez d'aller à l'hôpital avec un directeur hospitalier qui vous dit « je veux me mettre au Lean » et posez-lui la première question « qui est votre client ?» Et quelle est sa réponse? À votre avis? Pardon? Non, si on l'appelle patient, c'est qu'il n'est pas client, sinon on dirait c'est un client. C'est la sécu. Vu comme ça, vous comprenez pourquoi on vous appelle un patient. Et quand vous êtes patient, vous avez vraiment envie que l'hôpital réduise son lit de taille. Et donc je dirais cette façon de penser est un petit peu différente. Les gens vous disent on va faire tirer les flux. Hein, j'ai entendu parler, vous savez tous ce qu'est un Kanban, je suppose, vous en avez entendu parler, on va faire des flux tirés. Et toutes les entreprises, tous les gens vous disent mais on est en flux tiré par la commande client. D'accord? Puisqu'on change les commandes clients, on a un beau système SAP, MRP, je ne sais pas quoi, qui nous fait des tas de beaux calculs, qui tient compte de tout ce qu'on a, de tout ce qui pourrait arriver, de tout ce qui n'arrivera jamais d'ailleurs en plus, et puis qui nous dit ce qu'il faut qu'on produise à chaque étape de la production. Voyons quoi, vous êtes en train de pousser des produits vers un client qui peut-être ne vous les achètera jamais. Et après vous dites, oh, ces clients, c'est chiant, les clients. Donc, qu'est-ce que le métier d'industriel serait bien si on n'avait pas de clients? Mais de la même façon d'ailleurs que le métier d'enseignant serait un métier rêvé s'il n'y avait pas les étudiants. Ah oui, mais le problème c'est qu'il y a les clients. Et le client, ce qui compte, on est en flux tiré quand on recomplète quelque chose que le client est venu chercher. Quelque chose qu'il a consommé chez vous. Pas quelque chose que vous avez mis en rayon en espérant que quelqu'un un jour passant devant vienne vous prendre. Donc il y a tout un tas d'idées un peu fausses qui nous ont amenés à notre niveau de performance d'aujourd'hui, mais qui sont maintenant des facteurs bloquants pour pouvoir aller plus loin. Je ne sais pas si ça répond à votre question. En partie en tout cas. Est-ce que vous avez des livres à conseiller sur le sujet, sur les règles justement à respecter? Je vais classer les livres sur le Lean en deux catégories. Les ouvrages sur le Lean Canada Live et les ouvrages sur le Lean. Les ouvrages sur le Lean Canada Live, c'est ceux qui donnent l'impression que c'est du Lean, ça a la couleur du Lean, ça ressemble à du Lean, ça a le goût du Lean, mais c'est pas du Lean. Bon, trêve de plaisanterie, il y a énormément d'ouvrages qui sont publiés sur le Lean. Il y en a même beaucoup trop. Malheureusement, pratiquement tous en langue anglaise. Bon. Il faut revenir aux fondamentaux et il y a grosso modo le Lean dont nous considérons, alors de toute façon, évidemment, c'est nous qui le disons. Nous on dit le Lean c'est le TPS, c'est ce qui sort du TPS. Tous les autres avatars ne sont que des avatars
et ne sont pas, enfin, vont pas au bout. Donc vous avez deux ouvrages qui, eux, sont traduits en français. Vous avez le système Toyota, qui est un grand classique qui remonte qui est publié depuis 15 ans. Et puis Talent Toyota, qui est aussi un gros ouvrage. Après, vous avez des ouvrages plus spécialisés qui vont vous permettre de voir comment on met en place tel ou tel outil. Ils vont être plus orientés outils. Mais je vous déconseille de mettre en place les outils avant d'avoir lu les fondamentaux de la pensée. Si vous ne pensez pas ligne, les outils vous serviront pas à grand chose. Alors, oui, ben, le système Toyota, c'est le Toyota, oui. Alors, vous avez un excellent site qui parle de ligne, je crois que c'est www Institut de France. Et vous avez la liste des ouvrages dessus dont vous pouvez disposer. Hein. On nous dit souvent, est-ce qu'il y a un parcours ligne que l'on peut faire? Est-ce qu'il n'y a pas un truc, on fait ça d'abord, puis après on fait ça, puis après on fait ça, et là on est sûr d'aller au bout? Dans les grandes lignes, oui. Dans les grandes lignes, quand on construit une maison en commençant par les fondations. Sauf qu'on n'est pas en train de construire une maison. On est en train de transformer une maison. Et l'une des difficultés, c'est que pendant les travaux de transformation, la production continue. Vous ne pouvez pas dire à vos clients, bah, attendez, on s'arrête le temps d'être devenu ligne, et puis on vous servira après. Donc la complexité, c'est comment marie-t-on et comment fait-on pour déployer progressivement, transformer, je dirais petit à petit et pièce à pièce, pour arriver, in fine, à ce beau concept de la maison ligne qui, je dirais que pas forcément très bon d'ailleurs, parce que le lead, c'est vraiment un parcours. On s'engage dedans, et puis on avance. Et puis on va au bout. Enfin, on va au bout, sachant qu'on n'atteindra jamais. Le Graal du lead manager étant ce qu'on appelle le One Piece Flow, hein, qui veut dire que je suis capable de fabriquer n'importe quoi, n'importe quand, à l'unité, au moindre coût, ou en tout cas au bout de la très grande série. Quand on arrive là, on aura inventé le truc d'après. Pourquoi? Parce que quand vous regardez bien, les grandes étapes de l'amélioration continue, c'est Taylor. Après ça, c'est Ford. Après ça, c'est Toyota. Alors, vous savez pourquoi on n'a pas appelé ça Toyotisme? On aurait pu l'appeler Toyotisme. Hein? Sauf que, allez comprendre pourquoi les Américains ont accepté qu'on appelle Taylorisme les travaux de Taylor, qu'on appelle Fordisme les travaux de Ford, et ils ont tenu à appeler Lean les travaux de Toyota. Bon, pourquoi? Mais c'est sûr qu'en ce moment se prépare quelque part sans doute une révolution de même ordre que les trois révolutions que je viens de mentionner. Alors vous avez le choix d'attendre que cette nouveau système arrive. Vous avez même le droit d'essayer de le créer. Il s'est quand même écoulé pratiquement 50 ans entre le moment où Toyota a commencé à mettre au point son système et le moment où il a obtenu des résultats. Donc vous avez le choix de dire on attend la prochaine révolution. Si elle vient dans 50 ans, vous attendez 50 ans. Je ne veux pas vous... Faites attention avec moi parce que, bien qu'étant un adepte du juste à temps, quand vous me lancez sur mon dada, je suis capable de tenir des heures. Hein. Donc, oui. Moi j'ai une question sur l'adéquation du coup dans le monde du travail de la connaissance. On est informaticien, on est à la connaissance, je pense que la différence fondamentale entre le monde adopté et le manufacturing, on fait de la masse production d'un même élément, et nous dans le logiciel on fait toujours quelque chose de nouveau. Ouais. Et du coup, moi j'avais des questions par rapport à ça, et est-ce que vous pensez que du fait que un logiciel c'est toujours quelque chose de nouveau, le Lean s'adapte aussi avec le temps pertinent que pour la production manuelle? Si j'étais un petit peu caustique, vous avez compris que je n'étais pas du tout. Je dirais que vous, informaticiens, vous prétendez que vous êtes sans arrêt en train de faire du nouveau pour pouvoir nous vendre cher des trucs qui d'ailleurs ne marchent pas quand on essaye de faire. Alors, cela étant, quel que soit ce que vous faites, vous avez un processus de création de valeur. Quand vous créez de la valeur,
Est-ce que toutes les étapes qui vous permettent d'aboutir au produit, au service voulu par le client, ou au logiciel qui dit papa maman, il n'y a pas des gaspillages au milieu. Il n'y a pas des choses qui font que vous les faites, mais comme vous ne les faites pas bien du premier coup, comme vous avez tous les problèmes qui ont été mentionnés par mon prédécesseur, là, qui dit ouais, mais ceci, on ne se comprend pas, on fait ceci, on fait cela. Est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas dans votre processus des étapes sur lesquelles vous pourriez réduire votre lead time? Et quand vous allez commencer à dire, entre le moment où on décide de faire ça et le moment où on a le produit fini, il s'écoule combien de temps chez vous? Est-ce qu'on ne peut pas réduire ce temps? Et vous ne pouvez réduire ce temps que si vous vous interrogez collectivement sur l'endroit où vous perdez du temps. Donc la pensée libre s'applique. La pensée libre s'applique partout. J'ai même réussi entre nous à appliquer la pensée libre chez moi pour éviter, quand je rentrais tard le soir chez moi, d'être obligé d'aller me coucher sans manger parce qu'il n'y avait rien dans le frigo. Alors on a mis des cambans en place. Maintenant, quand l'un de mes enfants ou ma femme ou n'importe quoi prend la tranche de jambon, le rôle c'est on remet une tranche de jambon. Parce qu'on a consommé une tranche de jambon, donc vous pouvez l'appliquer à des tas de situations. La seule chose que je n'ai pas réussi à faire comprendre à ma femme, c'est que généralement un camban, c'est quand vous avez consommé un, vous pouvez approvisionner un. Et ma femme n'a jamais réussi à s'adapter à ça parce que quand elle va faire les choses, elle me dit ah, j'en ai pris 4 parce qu'il y avait une promotion. Ça fait partie des surconsommations que le lean essaye d'éliminer. C'est pas facile. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Alors, la réponse, si vous étiez allé assister au premier Lean Summit sur le Lean dans l'IT, qui a eu lieu de mémoire la semaine dernière à Paris, vous auriez sans doute vu que oui, effectivement, la démarche Lean peut s'appliquer, mais que bon, il y a des tas d'outils du Lean courants dans l'industrie manufacturière qui ne s'appliqueront jamais à votre situation, et je dirais et inversement. Je peux voir qu'il y avait une autre question. Oui. Je n'ai pas su différencier en fait si le Lean était un outil pour le management ou un type de management. C'est plutôt quand même un type de management dans lequel les managers vont utiliser 3 outils clés, mais vraiment fondamentaux du manager, le A3, ce qu'on appelle le A3, et ce qu'on appellera le A3 stratégique plus exactement, parce qu'on va pouvoir le décliner à différents endroits. Deuxièmement, la cartographie du flux de valeur, parce que si vous ne connaissez pas votre cartographie du flux de valeur, vous ne savez pas où vous pouvez gagner des choses ou transformer. Et troisièmement, ce qu'on appelle le Gemba Walk, qui est un outil de management de vos troupes sur le terrain. Ça rejoint d'ailleurs beaucoup de choses que vous avez entendues avant. Si vous n'êtes pas capable de bien comprendre les problèmes auxquels se heurtent vos collaborateurs, vous ne pouvez pas valablement les manager. C'est un peu trop facile de dire il n'y a qu'à faut vous. Il n'y a plus qu'à faut que vous. Non, c'est pas la pensée. Donc je dirais le Lean, c'est un nouveau modèle de management quand on en prend toutes les dimensions, qui s'appuie sur des outils spécifiques pour le manager. Le reste, les outils de la résolution de problèmes, quand vous avez vu, on vous dit les sacs pourquoi, c'est pas un outil Lean, hein, vous êtes capable de l'utiliser dans un autre contexte. Il y a tout un tas le PDCA, vous pouvez l'utiliser dans un autre contexte. C'est plutôt dans la manière d'utiliser l'outil et de le mettre au profit de l'amélioration de votre organisation que va se situer ce problème de management. Et d'une façon générale, le Lean ne se déploie pas bien dans une entreprise si vous n'avez pas une formation à tous les niveaux et je dis bien à tous les niveaux, simultanément, des outils pour les managers dont ils ont besoin et des outils pour les opérateurs dont ils ont besoin. C'est pas les mêmes. Mais le mode de pensée est toujours comment fait-on pour réduire notre lead time, comment fait-on pour résoudre un problème, qu'est-ce que c'est qu'un problème? Est-ce que c'est vraiment un problème? Est-ce que c'est vraiment le problème qu'on va traiter aujourd'hui? Et quand on prend un problème, on ne l'a plus. Il ne suffit pas d'éteindre un incendie. Tout le monde peut éteindre un incendie. Mais si vous ne mettez pas en œuvre les contre-mesures qui empêchent que l'incendie revienne, ne vous étonnez pas tous les étés d'avoir besoin de Canadair et de plus en plus de Canadair pour éteindre des incendies qui reviennent systématiquement parce qu'on n'a pas d'embroussaillé, parce qu'on n'a pas fait les chemins qui permettaient d'accéder, parce que. Et ça,
Je reconnais que c'est un changement de culture par rapport... Et le changement de culture, il n'est pas que français. Hein. Vous allez dans n'importe quel pays, c'est la même difficulté. C'est d'ailleurs pour ça qu'entre nous, les entreprises qui sont lean, enfin qui se prétendent lean, il n'y en a pas aujourd'hui, il n'y en a pas des masses. Hein. Et même des entreprises qui étaient lean il y a quelques années ne sont plus lean aujourd'hui parce que malheureusement, à un moment, elles ont basculé du côté obscur de la force. C'est ce qui est arrivé à Toyota quand il a eu ses ennuis. Ils se sont rendus compte en analysant qu'ils avaient été dans la culture de l'amélioration continue pendant des années, que grâce à leur culture de l'amélioration continue, ils étaient devenus numéro 1 mondial. Et à partir de ce moment-là, le top management a dit qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour rester numéro 1 mondial. Et ils ont commencé à faire du cost killing pour rester numéro 1 mondial. Ça leur a sauté à la figure en 3 ans. Ils ont vite compris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Si vous avez il y a un petit peu de truc. Ils auraient pu dire comme en France, nos opérateurs sont pas bons, on les vire. Là, ils ont viré le top management en disant vous vous êtes trompé, vous ne managez plus lean, vous managez cost killing. Et ils ont remis des gens qui pensaient amélioration continue. En disant, si on est bien dans l'amélioration continue, de toute façon, on sera numéro 1 mondial. Fatalement, on sera meilleur que les autres. Et les clients ne s'y trompent pas quand vous êtes meilleur que quelqu'un d'autre. Non. Ben, c'est ce que je vous souhaite dans vos activités de développement informatique. Hein. Mais j'en reconnais que moi, personnellement, j'ai du mal. Quand j'entends, quand je cherche des outils informatiques pour améliorer ma performance, celle de mon équipe ou celle de mes équipes, vous venez avec un... Comment dirais-je? Vous venez pas m'aider à résoudre mes problèmes, vous venez me proposer votre offre. Enfin bon. Ouais. Merci de m'avoir écouté. Bonne continuation pour vos parcours, quel qu'il soit.